bien sûr, là, il y avait un événement que beaucoup de gens, incluant nous, très certainement attendaient, et c'était le tournoi de hockey masculin, puisque, bon, le contexte, les joueurs de la Ligue nationale sont de retour et certainement l'un des joueurs qu'on voulait suivre de chez nous avec les Canadiens de Montréal, c'est Juraj Slafkovský avec la Slovaquie. Avant qu'on aille là-dedans, j'ai envie de vous lancer un petit peu là, la petite balle avec ça. On a quand même des bonnes puissances et le hockey a un peu ce luxe que peu de sports autour du monde ont, ou du moins des sports en équipe de cette envergure, où il y a beaucoup de pays, il y a plusieurs puissances différentes. Tout le monde a, ou du moins plusieurs pays ont une chance égale là, d'aller chercher une médaille d'or, mais on a quand même des déceptions. Félix, entre les Suédois et les Tchèques, sur qui ronges-tu? Sur qui t'envoies là? Maudit, t'étais supposé être bon, puis regarde ce que tu nous sors. Ah, man, les Tchèques, qu'est-ce qui se passe avec les. C'est quoi? Cette équipe-là a tellement de talent, puis ben, tellement de talent, je dirais. Évidemment, c'est pas le Canada, c'est pas les États-Unis ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, ça reste une équipe qui est menée par David Pasternak, Martin Necas, puis qui est quand même Lucas Dostal, puis qui était vu comme une équipe qui avait vraiment un chemin réaliste vers une médaille. Puis si quelqu'un a regardé les matchs préliminaires de la Tchéquie en se disant cette équipe-là va finir sur le podium, on va se parler, on va discuter parce que je comprends pas. J'ai besoin d'explications. Cette équipe-là, sur 3 matchs, n'a pas eu une performance qui m'a rassuré. Et j'exagère pas, là. Il n'y a pas eu une performance. En fait, c'est pas vrai. On a été un peu bon avant que le Canada décide de partir la machine dans le premier match. Puis depuis ce temps-là, ça fait juste. Et je comprends pas à quel point cette équipe-là est décevante depuis le début du tournoi. Puis il y a tout le temps cette équipe-là, justement, qui finit par décevoir, puis par, tu sais, que tu avais un peu des petites attentes, tu vois, ça peut causer une surprise et tout. Puis non seulement la Tchéquie n'a pas causé une surprise jusqu'à maintenant, mais la Tchéquie, selon moi, je pense que c'est l'équipe qui déçoit le plus. Je trouvais qu'on avait des beaux morceaux en place, puis il n'y a rien qui a l'air de coller, puis je comprends pas pourquoi. Vraiment, Même, ça me dépasse, puis je suis un peu déçu parce que j'espérais quand même que cette équipe-là, et ouais, je trouvais que c'était une belle petite équipe, puis on avait des éléments intéressants. Il n'y a absolument rien de chez rien qui fonctionne pour cette équipe-là, puis même perdre contre la Suisse ce matin, je sais pas, je trouve que c'est non, particulièrement décevant. non, mais la Suisse, c'est aussi une de ces équipes, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer en compétition Oui, 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 internationale. définitivement. Mais bon, oui, tu dis quand même, puis même, on en j'entends aussi des amis que Lucas Dostal, le genre de gardien qui est capable de voler un match de n'importe où. Pop, je Oui. veux comprendre un petit peu de ton côté parce que, bon, s'il y avait une déclaration ou une prédiction, tu sais quoi, que je pense que tu vas être satisfait qu'elle ait mal vieilli, c'est bien celle comme quoi la Tchéquie pouvait l'emporter contre le Canada. Ben oui, parce que tu sais, il y avait un peu. En fait, je vais continuer sur le point de Félix, juste en posant une petite question. Est-ce que c'était juste nous, le Canada, qui est tellement PTSD depuis 3 ans de perdre la Tchéquie au Mondial Junior que on les a comme mis un peu sur un piédestal alors que tout le reste de la planète était comme non. The Czechs are who we thought they were. C'est peut-être juste une petite question comme ça. Mais en tout cas, je vais juste pour rage bait un peu certains membres de hockey tchèque. Ça serait pas se passer de même si Jacob Dabèche avait gaulé dans les matchs. Moi, je fais juste dire ça. Si vous avez mis Jacob Dabèche, évidemment, je rigole, là, on fait juste lancer là-dessus, mais je pense que c'était juste ça. Peut-être on voyait un peu trop la Tchéquie, peut-être haut dans nos espoirs, parce qu'on voyait que c'était devenu un peu notre bête noire du côté canadien. Puis même moi, un peu, je regardais le début du tournoi, puis j'étais comme, le Canada devait vraiment commencer son tournoi contre la Tchéquie, of all pays, là, juste pour dire que nous faire peur un peu. Finalement, ça a pris quoi? 5-10 minutes, là, le temps que les jambes se délient un peu puis qu'on s'étudie un peu sur la patinoire, puis le Canada a complètement dominé ce match-là. Et attends un Je peu. dirais pas de En A à Z, plus, c'est sûr, la Tchéquie a eu quelques moments, mais un 5-0 quand même assez relativement facile pour lancer le tournoi ben canadien. oui.
Et attends un peu, ça avait commencé un peu plus tôt aussi parce qu'il y avait le but de McKinnon qui avait été refusé en raison d'une pénalité, une rare pénalité à Nick Suzuki, soit dit en passant. Mais les Tchèques, certainement qu'on voyait un peu comme le favori deuxième du groupe avec, avec le Canada, la Suisse et bon, la France qui n'aura été que de passage. Félix Pop, ben, autant que bon, les Tchèques déçoivent. Les Suédois non plus, OK? Parce que, bon, les Suédois ont eu ce premier match contre les Italiens qui, bon, on voit la marque quand même 5-2, ça a été dominant, mais il faut quand même se rappeler que les Italiens ont marqué en premier, les Italiens menaient 2-2, et puis là, menaient, c'est... en fait, dans le cas de l'Italie, je pense qu'un 2-2, tu as quasiment l'impression de mener. Aussi bien mené, mais c'était 3-2 pour une bonne partie du match jusqu'en troisième période où là, bon, après, les valves se sont ouvertes. Et après, bon, les Suédois qui vraiment l'échappent 4-1 contre les Finlandais. Et puis après ça, bon, une petite victoire de 5-3 contre les Slovaques, mais pas, faut-il s'inquiéter pour cette équipe suédoise? Non, je pense pas qu'il faut. Je pense qu'on n'est pas encore rendu au discours tchèque que Félix disait tantôt. Je pense que la Suède présente des petits signes ici et là de dire. Je pense pas qu'on dire que la Suède est une déception. Je pense que c'est un peu trop fort. Je pense qu'on peut juste dire qu'on s'attendait peut-être à plus. On est plus resté sur notre fin que dire que c'est une déception du côté suédois. Mais la défaite de 4-1 contre la Finlande, qui est ton rival naturel depuis toujours. Là, et d'ailleurs, la Finlande toujours aussi avec l'étiquette du petit frère. Écoute, évidemment, tout le monde met la Suède avant la Finlande dans ce débat-là. Canada, États-Unis, Suède, Finlande, c'est à peu près la même chose au niveau rivalité. Là. Puis, tu arrives là, tu es aux Olympiques, tu te ramasses contre ton grand rival de toujours et, tu sais, veux pas, à ce stade-ci de la compétition, surtout quand tu prends le différentiel des buts en compte pour le premier bris d'égalité, chaque but est important. La marque finale, au-delà de la victoire, est importante. Tu as besoin d'aller chercher des statement wins quasiment à toutes les fois si tu es une puissance pour mieux te positionner au classement. C'est là qu'un 5-2 contre l'Italie, oui, c'est une victoire, mais tu es comme... c'est pas optimal comme victoire. Là. Un plus 3 différentiel contre les Italiens, tu te dis ça va faire mal au bout de la run. Et là, tu échappes un match 4-1. C'est pas comme si tu avais un temps en prolongation et tu avais perdu. Là. Un 4-1 franc contre ton plus grand rival. Et ça a mené à ce qu'on a vu, si je me trompe, samedi, si je me trompe pas, là, je me mets dans les dates, là, les Olympiques. Là, je suis complètement mêlé. À cause de ça, ce qui mène à une défaite de 5-2 une défaite de 5-3 de la Slovaquie contre la Suède, mais une défaite qui avait de l'air de célébration de la Coupe Stanley parce qu'on avait réussi du camp slovaque à 30 secondes-ish de la fin de quand même garder ce différentiel de points-là positif pour la Slovaquie et d'avoir le tie-break pour l'égalité. Ouais. Fait que tu te dis du côté suédois, c'est pas inquiétant, mais tu te dis, il y a des occasions en or qu'on a gaspillées durant. C'est une blague, ça? De quoi, ça? Des occasions en or. Oh mon Dieu, c'était même pas voulu. No joke, c'était pas voulu. No joke, c'était pas voulu. Non, mais. Vas-y, finis-moi pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a laissé des points et des buts au tableau. Puis, surtout quand, dans le contexte que Lucas Raymond, qui pogne une pénalité stupide et inutile en fin de partie, ouvre la porte au but en avantage numérique de Dalibor Dvorsky. Et ce qui fait en sorte que, dans le groupe peut-être le plus équilibré, ben, la Suède n'a même pas réussi à finir premier de son groupe. Écoute, juste pour la Suède, parce que tu parles qu'il n'y a pas d'inquiétude, ça, sérieusement, je pense que je pourrais pas être plus en désaccord pour le simple fait que la façon que ça s'enligne, OK? La Suède va terminer au 7e rang, va avoir la 7e tête de série pour terminer. On ne sait pas trop encore qui vont affronter en match de barrage. Il reste encore quelques matchs à déterminer d'ici la fin de la journée. Mais à moins d'une surprise, on devrait gagner ce match-là et ça va nous mener sur directement en quart de finale contre les États-Unis en assumant qu'ils ne gagnent pas par 10 le match contre les Allemands qui leur reste à disputer.
ça les mène directement à un match contre les États-Unis en quart de finale. C'est épouvantable. Tu vois des occasions en or qu'on a laissé passer, là. C'est épouvantable que la Suède, dans un groupe où est-ce qu'on avait, oui, la Finlande était forte, mais, tu sais, la Finlande était forte, mais logiquement, n'importe qui s'attendait à ce que la Suède gagne ce groupe-là, que la Finlande soit deuxième, que la Slovaquie soit troisième. Et là, on se retrouve dans un monde où est-ce que la Slovaquie gagne ce groupe-là, la Finlande est deuxième. C'est épouvantable pour la Suède. Je comprends que la Slovaquie est quand même un fort troisième, là, mais c'est épouvantable pour la Suède de perdre ces matchs-là au point de se ramasser septième et d'avoir à affronter les États-Unis pas en demi-finale, en quart de finale. Si la Suède ne ramasse pas de médaille, posez-vous pas de questions. C'est cette défaite-là contre la Finlande a littéralement tout changé. Puis la façon dont on l'a perdu, on parle du but d'Alibor Dvorsky qui a changé la donne. Là. Si la Suède au moins perd un 2-1 contre la Finlande au lieu de 4-1, ben ce but-là ne change absolument rien, puis on réussit quand même à finir devant la Slovaquie. Mais là, vu qu'on a perdu ce match-là de manière aussi convaincante, puis qu'on n'a pas été capable d'empêcher la Slovaquie de marquer ce troisième but-là, là, on se retrouve à jouer contre probablement les États-Unis en quart de finale. C'est épouvantable, et ça, pour moi, c'est aussi extrêmement décevant. Puis il y a encore un monde dans lequel on bat les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas l'air particulièrement dominants depuis le début du tournoi. On a eu de la misère contre le Danemark. Mais ça reste quand même que c'est épouvantable que la Suède se retrouve seulement dans une position en premier lieu où est-ce qu'il faut qu'on affronte fort probablement les États-Unis en demi-finale. Encore des finales. Est-ce que c'est le moment où je dois faire mon petit édito politico-social sportif pour dire que la Russie aurait dû être à ce tournoi-là olympique et ça aurait encore compliqué plus les choses? Mais bon, ça, je vous... Pop, nomme-moi 3 joueurs de centre russe qui auraient fait cette équipe-là. Pas 4, j'en veux juste 3. Ouais, ça aurait été tough, hein? Voilà. Yeah. T'as Malkin et... Voilà. C'est ça. C'est quoi t'as tenté, moi, je reste encore très, très, très fermement appuyé sur le fait que les Russes n'auraient pas changé grand-chose dans ce tournoi-là. Faut que je le dise encore. Okay. Leur dernière sortie avec... Ce sont des marchands de non-joueurs LNH en tournoi olympique. Encore une fois, on va rappeler ça. Mais on parle des Suédois, mais surtout là, cette défaite à l'allure de victoire de la Coupe Stanley pour les Slovaques qui sont menés par un joueur qu'on a mentionné en ce début de bloc, mais Juraj Slafkovský, qui, même lui, il a été très honnête quand peu de temps avant que le tournoi commence, où il dit écoutez, ce tournoi olympique, quand il avait 17 ans, il n'y avait pas de joueur de la LNH, on va voir. Mais tu sais, c'était 7 buts en 7 matchs en 2022, et avec une belle médaille de bronze d'ailleurs. Mais à ces Olympiques, les gars, c'est 6 points, 3 buts, 3 passes. Il est de retour. Et si ce n'était pas d'un joueur aux couleurs canadiennes qu'on va mentionner dans pas long, Slafkovský est encore dans la course pour le joueur du tournoi. C'est ça ce qui est merveilleux, Mio, puis tu sais qu'on est back, puis tu sais que ça va bien au Québec. Quand quelqu'un dit en plein direct à la radio qu'il prend Juraj Slafkovský avant Connor McDavid pour un tournoi olympique. Ça, pour moi, là, ça a été le... Il y a vraiment je vais y aller. T'as donc mis là-dessus, OK? Gars, je te coupe là, je vais y aller, OK? Parce que, tu vois, hier, pour ceux qui me connaissent, OK, j'ai écrit un texte en fin de semaine pour DLC et dans lequel je parlais comme quoi Slav, après son troisième match, a été questionné quant au fait qu'il était à égalité avec Connor McDavid en tant que meilleur pointeur du tournoi. McDavid avait joué un match de moins. On y reviendra d'ailleurs dans pas long. Et Slav a roulé les yeux en disant il mérite d'être là, puis je suis un peu chanceux d'avoir autant de points que lui. Puis, écoute, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que Slav est un aussi bon joueur que McDavid. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Okay? Mais, ce que je vais dire, par exemple, c'est que quand tu regardes certaines stats avancées, surtout en termes de création de chances de marquer, Slav, depuis le début du tournoi, n'a absolument rien à envier à Connor McDavid. C'est deux gars qui ont des statistiques avancées extrêmement similaires. Et il faut aussi ajouter le fait que Slav, contrairement à McDavid, j'enlèverai à McDavid encore une fois, là, ça reste qu'il réussit à s'élever au-dessus du groupe-là, mais McDavid joue avec une gang de All-Stars. Ses compagnons de trio, récemment, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini. Slav
Tomáš Tatar. Tu sais, quand il y a un petit monde quand même entre les deux, en tout respect pour Tomáš Tatar. Là. Mais tu sais, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas en train de dire que Slav est du calibre de Connor McDavid. Ce que je dis, par exemple, c'est que ce que Slav fait dans ce tournoi-là, c'est extrêmement impressionnant. Et quand tu regardes le top 5 des pointeurs avant le match des États-Unis, ça pourrait changer. Mais quand tu regardes le top 5 des pointeurs en ce moment, les 5 gars que tu retrouves, OK? Dans l'ordre ou dans le désordre, là, Connor McDavid, premier choix au total canadien. Nathan MacKinnon, premier choix au total canadien. Macklin Celebrini, premier choix au total canadien. Sidney Crosby, premier choix au total canadien. Juraj Slafkovský, premier choix au total slovaque. C'est fou. Ce gars-là est dans une conversation avec 4 des plus grands joueurs qu'on a vus depuis 20 ans. Il y a autant de points que ces gars-là, ou pas autant, mais il est dans le top 5 des pointeurs du tournoi, à peu près au même niveau que ces gars-là. C'est incroyable ce que Slav fait depuis le début de ce tournoi-là. Puis, tu sais, je reviens souvent au fait que Slav est un peu comme ceux qui ne savent pas, le Slav est vraiment une rockstar en Slovaquie. Le Slav en Slovaquie, c'est Céline Dion ici. C'est la même chose. Tu ne peux pas sortir à quelque part sans voir une photo de Slav. C'est Otani au Japon, c'est la même chose aussi. Là. Ce sont des phénomènes de société. Slav a de la pression, vous ne pouvez même pas vous imaginer. La pression de Montréal, pour lui, là, c'est de la petite bière comparée à la Slovaquie. Et dans son pays, au niveau de la fédération slovaque et tout, il est un peu vu comme un paria de manière générale parce qu'on le voit comme un gars qui a tendance à snobber ces événements-là. Disons la Coupe du Monde, par exemple, qui est extrêmement importante en Europe. Souvent, il ne va pas parce qu'il revient de sa saison et tout. Puis, aussi, très souvent dans les médias, ils ne se gênent pas pour ramasser la fédération slovaque en disant que c'est rempli de népotisme, c'est rempli de plein d'affaires un peu tout croche. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Slav, lui et plusieurs autres très beaux talents slovaques se sont partis une équipe complètement écartée du programme de développement slovaque parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, qu'on ne laissait pas les jeunes se développer, c'était juste les fils de coach qui jouaient là. Donc, les parents de ces joueurs-là ont créé comme une équipe d'élite qui est allée jouer plein de tournois, incluant le tournoi Pee-Wee de Québec. Et c'est comme ça que ces gars-là ont réussi à se développer. Et clairement, ça a marché parce que tu regardes la fameuse QV de 2022 avec Slav, puis 2023-2024. Sur les 12 joueurs qui ont fait partie de cette formation élite-là, il y en a 8 qui ont été repêchés dans la LNH et un autre qui a été signé en tant que joueur non repêché. Fait que, puis le reste, je pense qu'il y a peut-être un autre joueur qui est passé par la Fédération slovaque dans cette période de temps-là qui a été repêché, c'est tout. Fait que, tu sais, ce gars-là, sa réputation en Slovaquie est vraiment, vraiment particulière, mais ça reste que quand il joue sur la scène internationale, c'est un gars qui atteint un autre niveau, puis le match contre la Finlande, moi, c'est surtout celui-là que j'ai retenu. Est-ce que quelqu'un trouvait que Slav avait quelque chose de moins que Mikko Rantanen sur la glace? Parce que moi, j'ai vu les deux, là, j'ai vu les deux s'affronter. Là. Sans dire que Slav était meilleur, Slav était meilleur. Et je n'ai pas vu Rantanen influencer le match comme Slav a influencé ce match. Puis que dire du premier but d'ailleurs de Slafkovský, d'aller soutirer la rondelle, la manière qu'il a déjoué la défensive, le gardien, et après ça, bon, son deuxième but avec le tir de précision. Il manquait juste le troisième, mais bon, faute d'équipement l'oblige. Oh, ben Slav, lui, a décidé, moi, je suis un athlète multidisciplinaire, fuck it, moi, je peux faire tout ce que je veux dans ma sport, moi, je peux tout faire. D'aller kicker la rondelle, puis that's it. Non, mais effectivement, non, mais Slafkovský qui effectivement vend du rêve aussi, certainement chez les partisans des Canadiens. J'ai adoré d'ailleurs Pierre-Ruth qui commence le match à la description, qui juste un petit lapsus dit Canadien aussi pour l'équipe Canada, qui disait Canadien, c'était contre les Tchèques. C'était bon de ce côté-là. Les gars, on passe justement à cette fameuse équipe du Canada. Avez-vous entendu parler de cette équipe-là? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que ça fait 12 ans qu'on attendait ce moment-là que de revoir certains joueurs. Puis ce qui est abasourdissant, puis vous l'avez entendu 15 000 fois, puis vous continuez de l'entendre 15 000 fois, mais c'est que c'est une première expérience olympique pour des gars comme Connor McDavid et Nathan MacKinnon qui ne... MacKinnon pouvait y être, mais il n'était pas sur l'équipe 2014. McDavid, lui, il avait 16 ans, donc je ne pense pas que ça l'aurait fait, mais certainement cette équipe-là qui impressionne. Peu importe les trios qu'on voit, ça fait certainement jaser.